c'est un truc assez fou, c'est un projet à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et le gars nous dit c'est 100 € pour laver 15 t-shirts. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce premier podcast présenté par l'entreprise Best of Tours. Si je devais me présenter, donc j'ai rejoint l'entreprise récemment en tant que responsable du pôle transition technologique. Pour ce premier podcast, on est avec un invité un peu spécial. Vous en aurez d'autres, des invités spéciaux, je vous rassure. Il est spécialiste en gross marketing, il est aussi expert en acquisition. Il a tout de même un lien avec le secteur du voyage. En effet, il est digital nomade depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, Louis Deslus, qu'on appelle aussi le Grosse Moustache. Salut Louis. Super. Donc là, vous le voyez, on est à Dubaï, on a les deux belles tours derrière nous. En effet, ça fait 2 semaines qu'on est à Dubaï, Louis. Je voulais, alors, avant de donner nos opinions sur la ville, pourquoi t'es venu à Dubaï, Louis? Ah super. Alors moi c'est principalement pour la COP 28. J'ai pu là pendant on va dire les 4 premiers jours de cette COP participer à quelques conférences, quelques échanges, notamment sur l'usage des technologies en fait pour on va dire assister le changement climatique pour le climat et notamment on y reviendra là plus tard sur comment utiliser l'IA pour on va dire changer on va dire comme game changer du changement climatique. On va passer aux opinions sur Dubaï. Louis, est-ce que tu peux commencer sur tes opinions personnelles, on va dire 10 jours après que tu sois arrivé ici? Ouais, alors c'est vrai que c'est une ville, en fait c'est une ville-pays finalement, avec pas mal de contrastes je trouve. En fait tu peux manger pour pas cher, tu vois tu peux te faire un très bon plat pour 8 € à peine, mais à côté de ça, d'ailleurs je fais un gros big up avec Mathis qui est en régie derrière, on a voulu tu vois avant-hier aller se faire une lessive et le gars nous dit c'est 100 € pour laver 15 t-shirts quoi.
Donc ouais, donc t'hallucines, je t'en avais pas parlé, mais t'hallucines. Le prix de l'immobilier, tu sais très bien, c'est super cher. Mais à côté de ça, voilà, tu peux manger pour pas si cher que ça. Donc le coût de la vie est relativement à peu près le même qu'en France, je pense, si tu fais une moyenne. Mais je pense qu'en fait, finalement, pour le business, c'est une ville super, mais à condition de gagner assez bien sa vie, hein, on en revient là. Néanmoins, il y a ce côté de la ville, hein, au niveau de la ville ancienne, avec le vieux souk, qui est quand même sympa, et c'est là que tu vois le contraste en fait entre justement, on va dire, le côté authentique de la vieille ville et le côté plutôt, comme tu dis, bling bling, où on est là pour se montrer du Dubaï, on va dire, un peu plus récent. Qu'est-ce que tu penses de Dubaï en tant que destination touristique? Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir du tourisme à Dubaï, honnêtement? Est-ce qu'il y a un tourisme déjà à Dubaï pour toi? Avec des pingouins, voilà. L'émir de Dubaï a récemment là, présenté un projet assez fou. Ce serait de mettre en fait au sud de la ville, de faire une fausse forêt en fait, une forêt artificielle qui permettrait de régénérer un nouveau climat en fait sur la ville et qui permettrait en fait d'amener des nuages au-dessus de la ville, qui permettrait donc d'amener de la pluie dans la ville et donc de rafraîchir de quelques degrés la ville. Enfin, c'est un truc assez fou, c'est un projet à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ils ont présenté ça avant la COP 28. Est-ce que c'est pour bien se faire voir? C'est possible. Coûte un demi-million. Ouais, rien que ça quoi. Donc en ce moment, on le disait, c'est la COP 28 à Dubaï, là, durant les 2 semaines durant lesquelles on est ici. Donc c'est une COP contestée. Toi, qu'est-ce que tu as pensé? Donc voilà, il y a plusieurs années, quand on a annoncé la COP 28 à Dubaï, est-ce que tu te souviens, que tu t'es dit quelque chose? Est-ce que tu t'es dit c'est n'importe quoi de faire la COP à Dubaï? Ou est-ce que ça peut avoir du sens, justement, de le faire dans une région comme celle-ci? Hmm. Ouais, c'est sûr. Donc là, durant cette COP, un des grands sujets mis sur la table, c'est l'utilisation de l'IA, hein, pour le climat. C'est un vrai sujet d'actualité, hein, et notamment, pourquoi pas, voilà, développer des intelligences artificielles pour, on va dire, favoriser le changement climatique, positivement parlant. Est-ce que tu penses que on pourrait développer un tourisme plus durable et responsable avec l'IA à terme? Faudrait tendre vers des développements d'IA en fait verte en fait. Tu vois, comme ça s'est fait de plus en plus avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour miner de la crypto-monnaie, tu sais bien qu'il faut des kilomètres carrés, des hectares de fermes. Et en fait, certains réussissent à développer des cryptos vertes. Donc pourquoi pas? On sait que voilà, l'IA notamment, c'est énorme. Voilà, ça, je pourrais pas te contredire là-dessus, mais ça consomme énormément d'énergie. Donc pourquoi pas tendre vers voilà, concrètement, je sais pas si c'est faisable, mais imaginons
tendre vers une IA verte, écologique, et qui permettrait du coup de favoriser ce côté durable, responsable et même éthique, en fait, finalement. On va continuer de parler d'IA. Là, voilà, on va parler d'AGI, notamment. Je ne sais pas si tu connais ce chercheur là qui s'appelle Ray Kurzweil. En fait, il définit l'AGI, j'aime bien cette définition, comme une intelligence artificielle qui serait donc en mesure de raisonner à la façon d'un humain. Là-dessus, on est bon. Artificielle générale. Général, une AGI à la façon donc d'un humain, pourrait s'appliquer à des types de problèmes très diversifiés, tels que la résolution de problèmes mathématiques. Elle pourrait prendre des décisions cohérentes en fonction donc, de ce qu'elle a perçu dans une situation connue. Et elle pourrait aussi accomplir toutes les tâches, voire même plus que ce qu'un humain est capable d'accomplir. On va vous mettre à l'écran là un graphique que je trouve intéressant. Aujourd'hui, sur les 5 niveaux d'AGI, on serait entre le level 1 et le level 2. Et il faut savoir qu'en 2014, Stephen Hawking disait, je ne sais pas si tu l'as vu ça, que lorsqu'on va atteindre le niveau 5, qui pour lui sera atteint entre 2028 et 2030, ben, l'humain serait réellement en danger. Puisqu'en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'AGI aura surpassé, on va dire, l'intelligence d'un humain. Alors, pour pas vraiment dire, on peut pas vraiment parler d'intelligence, parce que en fait, on peut pas comparer l'intelligence d'une artificielle à celle d'un humain. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même raisonnement. Mais justement, ce sera des intelligences encore plus poussées, encore plus développées, et c'est à ce moment-là que qu'on pourra un peu avoir peur pour l'humain. Il y a ce projet Q-Star justement en lien avec ces AGI qui a été développé chez OpenAI. Il y a l'ancien PDG de Google qui a annoncé justement que ce projet ça pourrait être une catastrophe planétaire. T'as regardé un peu toi tu t'es renseigné sur ce projet? T'as pas d'avis, d'accord, ok. En fait, c'est une IA avancée justement qui a été développée secrètement par OpenAI, secrètement justement jusqu'au moment où Sam Altman, excusez-moi, a été viré. Et en fait, ce serait la première intelligence artificielle qui permettrait de résoudre des problèmes mathématiques ultra complexes, et ce qui est une première en fait pour un LLM. Donc c'est assez fou, mais là aujourd'hui les experts en fait appellent à la prudence et sont en train de dire en fait que en fait il faudrait mettre une pause en fait concrètement dans le développement des IA et en fait évaluer concrètement les risques et notamment voilà pour la pérennité de l'espèce humaine et en termes de sécurité aussi et peut-être aussi en termes comme on le disait d'empreinte énergétique parce qu'en fait plus on développe l'IA évidemment pour le coup plus l'empreinte carbone en mange un peu pour son grade. La petite parenthèse IA est finie. Euh, J'aimerais revenir sur quelque chose, faire une petite rétrospective du tourisme avec toi, Louis. Comment concrètement on voyageait avant sans nos Google Maps, nos Airbnb, nos Booking, nos kayaks? Comment on faisait concrètement? Bien, ça. Hmm. Ah, c'est fou en effet. Donc pour toi, est-ce que c'était mieux avant concrètement? Pour toi, en fait, pour toi, t'es chanceux d'être né, on va dire, à cette époque, d'avoir accès à toutes ces. Bah, t'es génération Z, si je dis pas de bêtises. Donc, avoir accès à tous ces outils technologiques, que ce soit les réseaux sociaux, donc dans le cadre d'une destination touristique, c'est primordial, ou tous ces outils de réservation, que ce soit, voilà, comme on le disait, kayak ou réservation d'hébergement, Airbnb, Booking. Pour toi, c'est un vrai game changer pour le tourisme. Oui, parce que je sais avoir des interactions sociales et j'en ai énormément.
Et donc, j'essaye de... On est d'accord. J'ai eu une discussion que j'ai appréciée hier avec toi sur la 5G, qui a, je pense, hein, impacté assez positivement, on va dire, l'expérience de voyage. Euh, voilà, donc j'ai fait une liste, hein, des bénéfices et des effets néfastes que pouvait apporter la 5G dans le voyage. Mais avant, j'aimerais que tu nous racontes ton expérience que tu as vécue, notamment, si je dis pas de bêtises, en Inde et aussi au Mexique, sur ton utilisation de la 5G qui t'a vraiment permis notamment de te sortir de pas mal de galères en fait, hein. Et même d'occidentaux pensent que celle-ci... Je suis pas juste un voyageur. Je suis un voyageur professionnel, c'est-à-dire que je suis digital nomade. Moi j'adore la 5G aussi, hein, j'utilise, là à Dubaï on l'a un peu partout, c'est clair que c'est assez pas mal. Mais est-ce que t'as pas peur que plus on va avancer justement vers ce genre de technologie, donc on va arriver un jour à la 6G, d'ailleurs ils en ont parlé récemment, est-ce que t'as pas peur que la dépendance, donc que ça crée une forte dépendance justement envers ses utilisateurs? Super. Après, c'est vrai qu'on a toujours des problèmes de sécurité, de confidentialité, hein, aussi. Euh, En fait, plus les technologies avancent, plus évidemment la cybersécurité, et on en reviendra après, en fait, est élevée. Aujourd'hui, c'est vrai que on voit quand même de moins en moins de cyberattaques, de violations de données. Toi, t'as déjà eu ce genre de problème, de cyberattaque, on t'a déjà volé des données, je sais pas. Justement, tu parlais de Rewind. C'était un peu la suite que je voulais mener. D'ailleurs, tu as fait une vidéo là sur tes réseaux par rapport à Rewind. Moi, je me suis renseigné sur cet outil et là, ils vont sortir un pendentif. C'est assez fou. On va vous mettre d'ailleurs quelques petites photos là, de ce pendentif en vidéo. Qu'est-ce que tu penses? Alors, je vais pas te parler de l'outil Rewind, hein, qui pour moi aussi est génial, hein. Ça veut dire, en gros, avec Rewind, tu peux avoir, on va dire, imaginons, tu cherches une discussion
une transaction que tu as eue la veille, et ben en gros Rewind va te filmer et t'enregistrer à 100% ton écran. Et donc en gros le lendemain, en fait c'est une intelligence artificielle, hein. Tu m'arrêtes hein, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas encore testé hein, l'outil. Et ben finalement le lendemain tu peux lui demander quel message j'ai échangé la veille avec Monsieur Durand. J'ai vu un tweet hier qui m'intéressait, qu'Elon Musk a dit sur le Dogecoin. Qu'est-ce que c'était, quand est-ce qu'il a publié. Donc c'est assez passionnant et tu peux en fait tu fais une visio pendant 1 heure avec une personne et tu peux lui dire euh, en gros résume-moi cet échange, mais tu peux le faire une semaine après quoi. Donc c'est assez fou. Et est-ce que ça consomme beaucoup d'espace de stockage? Comment c'est? Ah, Ouais, c'est super ça. Et donc j'en parlais avant là par rapport aux usages du pendentif. Bah, concrètement, en fait, hein, si une personne de notre entourage décède, en fait, on va pouvoir, grâce à ce pendentif, retracer tous les souvenirs en fait, du passé qu'on a eu avec elle, en fait. Donc c'est assez génial. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cet usage de ce pendentif? et qui va pouvoir répondre à n'importe quelle question. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, on pouvait l'utiliser notamment. Alors, par exemple, si on a deux rendez-vous, deux réunions en parallèle, en fait, on va pouvoir mettre en gros notre rewind sur une de ces deux réunions. Donc, à ce moment-là, en fait, comme rewind va nous connaître par cœur et va connaître à peu près, va pouvoir anticiper nos réponses et même nos questions, et bien en fait, sur justement cette fameuse réunion, on va pouvoir avoir en fait notre nous virtuel, alors que nous, notre vrai, on va dire notre vrai avatar, sera présent sur l'autre réunion. Donc ce qui est quand même assez fou quand même. Ça veut dire qu'en fait Rewind va nous connaître par cœur et pourra peut-être même justement à terme être plus intelligente que nous-mêmes quoi. Très bien.
On va revenir là sur le volet cybersécurité, et notamment on va parler de blockchain. Donc voilà, il y a notamment divers enjeux en termes de cybersécurité en fait, pour permettre de protéger les données des différents voyageurs. Et en fait, grâce à la blockchain, tu le sais, hein, la sécurité des transactions est accrue. Et donc, en fait, la blockchain donc, permet de sécuriser les réservations et les paiements dans le tourisme. Est-ce que tu as déjà eu à faire justement à l'utilisation d'une blockchain en fait dans le cadre d'une expérience de voyage, que ce soit une crypto-monnaie, choses comme ça en fait. Par exemple, il existe des cryptos dans le voyage. Qu'est-ce que tu penses toi de l'utilisation de la blockchain pour la sécurité et la confidentialité aussi des voyageurs? Ils ont été victimes de ce genre de fraude à l'empreinte. Au Brésil, pour la location de voiture, souvent c'est le cas. En fait, dans une blockchain, c'est ça, c'est que pour qu'une blockchain soit piratée, il faut qu'au moins 50%, donc 51% de la chaîne, en fait, soit piratée. Donc, grosso modo, si tu as 1000 acteurs, ça va être très compliqué pour que sur ces 1000 acteurs, 500 veuillent nuire justement à cette chaîne. Donc, c'est là justement l'intérêt des blockchains, c'est que la sécurité est largement renforcée. La confidentialité des données est largement accrue également. Et en fait, également, il y a une véritable traçabilité en fait. Ça veut dire grosso modo, si tu veux acheter demain par exemple ta nourriture dans un commerce, imagine tu veux acheter ton steak dans un commerce, tu vas savoir où la vache est née, où est-ce qu'elle a été abattue, mais aussi voilà, toute la chaîne de transactions, par où elle est passée, est-ce qu'elle a parcouru pour le coup des milliers de kilomètres. Et ça, c'est largement intéressant. Et en fait, tous les jours, hein, on utilise la blockchain. Par exemple, quand tu fais Amazon, le site Amazon utilise la blockchain en fait quand tu fais une commande. Mais on ne le sait pas en fait, parce que la blockchain, c'est une technologie en fait qui est transparente. Donc en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'utilise en fait. Donc c'est assez fou. Est-ce que tu as entendu parler de Google Gemini récemment? Google Gemini, on va dire, c'est la dernière sortie là, de Google pour le coup. Ils ont annoncé ça il y a 2 jours, là, donc vers le 10 décembre. C'est un nouveau, en fait, c'est un nouveau modèle de langage, un nouvel LLM, et qui permettrait, a priori, ils le vendent hein, évidemment, de surpasser GPT-4 dans presque tous les domaines. Et donc, ce qui offre en fait une compréhension assez folle de l'environnement. Euh, c'est en fait une IA multimodale, hein, grosso modo, qui permet en fait, il le présente comme ça, hein, d'analyser et traiter différents types d'informations, comme du texte, du code, de l'audio, de l'image et de la vidéo, comme GPT-4, tu me diras, mais a priori d'une manière beaucoup plus puissante. Pour moi, ce genre de développement, je sais pas, hein, mais ce genre de développement, c'est justement positif. Moi, je suis un pro de ChatGPT. C'est justement positif pour OpenAI, pour ChatGPT, puisqu'en fait, ça rajoute de la concurrence sur le marché. Et voilà, je voulais savoir, est-ce que pour toi, c'est important justement qu'une entreprise ait de la concurrence rude sur le marché?
Pourquoi les réseaux sociaux s'améliorent? Parce qu'il y a beaucoup plus pris vers le bas. On l'a vu, c'est clair, on le voit de plus en plus. C'est vrai qu'une entreprise qui n'a pas de concurrence, en fait, euh, pour elle, en fait, elle a les 100% en fait, du marché. Alors qu'en fait, justement, une entreprise qui a par exemple que 10% du marché, eh ben, va devoir s'aligner et va devoir, du coup, on va dire, charbonner pour surpasser, en fait, ses concurrents, quoi. Super. On va revenir sur Dubaï. Tu te déplaces comment, toi, à Dubaï quand... Mais c'est tout le monde se déplace en taxi à Dubaï. Vraiment, ou ils ont leur voiture ou ils se déplacent en taxi. Ouais, c'est clair. Donc toi, tu ne devrais pas habiter ici. Donc oui, t'es digital nomade. Pour le coup, on le disait au début du podcast. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques tips dans l'organisation de tes voyages? Comment concrètement tu t'organises en amont, sur place, et même après, concrètement? Alors ça part d'une destination et d'un sac à dos. Je suis minimaliste. Déjà, c'est d'avoir un sac à dos léger, en acheter si elles sont trouvées, machin, c'est ce que je fais en voyage. Alors ça, c'est plutôt en amont, du coup, dans la préparation. Et je vais rester dans la phase en amont, donc dans la prépa, mais comment tu choisis tes destinations concrètement? Comment tu dis, ah oui, là, j'aimerais aller là, et pourquoi j'aimerais pas me rendre ici? Comment, c'est quoi? C'est des potes qui te conseillent? C'est des blogs? C'est des vidéos? Ok. Et alors sur place, comme ça on va rebondir, donc Wi-Fi, euh, ordinateur, téléphone, c'est quoi on va dire ton top 5 des objets que tu n'as pas le choix d'emmener, on va dire pour travailler, pour assurer on va dire ton business?
On va engager un partenariat. On mettra tes réseaux, hein, on mettra les réseaux de Louis, retrouvez-les en commentaire. En effet, hein, c'est en fait t'es un influenceur sur LinkedIn. T'as d'autres réseaux aussi que tu aimerais nous partager? Donc c'est quoi la journée type de Louis Deslus, que ce soit en voyage ou parce que j'imagine que tu restes un peu en France de temps en temps quand même pour voir la famille aussi. Donc full remote. Ouais. Donc toi, tu es un passionné en remote. Moi aussi, j'aime beaucoup le télétravail. Est-ce que pour toi, une entreprise aujourd'hui qui pourrait hein, permettre à ses salariés de faire de télétravail, aujourd'hui, elle se doit de proposer à 100%, hein, non pas à 60%, du télétravail à ses salariés? Fais la promotion.
Ouais, génial. Alors, pour la cohésion d'entreprise, est-ce que tu penses que c'est pas. Est-ce que tu penses que la cohésion d'entreprise ne pourrait pas. La cohésion d'équipe plutôt, hein, pardon, ne pourrait pas justement baisser à cause de ce remote? C'est la chose pour la productivité, pour le gain de temps, pour les avantages financiers. En fait, je pense que c'est un juste milieu à avoir. En fait, c'est un entre-deux où il faut avoir voilà, quelques journées en présentiel, notamment de cohésion d'entreprise, où voilà, on va se réunir, toute l'entreprise, dans une ville, et puis va faire des bilans, des choses comme ça. Je pense que c'est peut-être une fois par mois nécessaire, et aussi pour connaître ses collaborateurs, notamment dans les grosses entreprises où il y a récemment, enfin, où il y a très généralement de nouvelles recrues où c'est en fait c'est bien de les voir en visio, mais je pense que moi, j'adore hein, notamment le métaverse, j'adore la techno, mais c'est bien aussi d'avoir un contact physique et de savoir à qui on a affaire en face. La visio, le métaverse, ça c'est super en fait, mais encore une fois, je pense que le monde physique pendant encore pas mal d'années, j'espère, ce sera le monde, le premier monde dans lequel on vivra, dans lequel on va se nourrir, on va vivre, on va dormir. Mais voilà, ouais, ce contact physique, vraiment, il est primordial. Que ce soit dans le domaine professionnel comme personnel. Et donc c'est mieux. Ah ben, décidément, on aura pas mal de partenariats dans ce podcast. Je balance mes tips, hein. Mais t'as raison, ouais, non, t'as complètement raison. On parlait du métaverse tout à l'heure, je pense qu'on va clôturer ce podcast sur ce sujet. Est-ce que t'as déjà testé... alors non, c'est pas ma question. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation du métaverse pour remplacer, donc là je vais être radical, le voyage? Donc, concrètement, tu arrives dans une pièce, tu mets le casque à réalité virtuelle, tu prends les manettes, et là, par exemple, tu es transporté au Brésil, voilà, et concrètement, tu vis ce voyage, mais depuis ta chambre à Dubaï. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est sûr, mais même, on l'a vu il y a 2 ans, par exemple, en période de pandémie, voilà, ça permet notamment de découvrir de nouvelles cultures, même de nouvelles personnes, et de manière extrêmement immergée.
à travers un simple casque à virtuel qui coûte que quelques centaines d'euros, ce qui est rien comparé à un voyage, hein, concrètement. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, avant tout, le métaverse, c'est un outil de promotion, notamment, hein, dans le cadre d'une entreprise, qui permet de justement vendre en fait une destination. Donc concrètement, par exemple, hein, demain, tu arrives dans une agence de voyage, deux personnes, enfin une personne hésite entre par exemple le Brésil et l'Argentine, et là donc à ce moment-là, tu lui mets le casque sur les yeux. Et là, tu peux lui dire, bah, vous voyez, tu peux voir ce type de paysage, tu peux rencontrer ce type de culture. La nourriture, tu pourras pas la goûter, mais tu peux voir à peu près visuellement ce que tu peux manger. Et à ce moment-là, c'est génial parce que tu es réellement immergé dans le pays. Et à ce moment-là, en fait, c'est un véritable outil décisionnel, je pense, pour le touriste. Donc je pense qu'en termes d'outils promotionnels, c'est très puissant le métaverse. Pour contextualiser et voir. C'est une des filiales de Best of Tours, ouais. Bon, il y en a, non, il y en a pas mal des filiales, hein, chez Best of Tours. Mais alors même Dubaï, hein, j'ai vu Dubaï a lancé, en fait, ça s'appelle Dubaï 360, hein, je sais pas si t'es allé voir sur leur site. Et en fait, chaque bâtiment, et je crois même que les tours qui sont là, on peut les visiter en fait justement en 3D, donc avec une vue extérieure, donc qui a dû être filmée en drone, et une vue intérieure. Et là, encore une fois, en fait, c'est un outil promotionnel, puisqu'à la fin, en fait, je crois que tu as 10 ou 15 minutes d'essai pour qu'à la fin, ils disent bah, venez concrètement sur site pour visiter le bâtiment. Donc, non, pour un outil promotionnel, que ce soit pour une destination ou même une entreprise privée, touristique, pour moi, ça a une réelle valeur ajoutée. Pour remplacer, on va dire, un voyage, une réelle expérience touristique, je pense que sur place, ça peut compléter. Par exemple, vous êtes. Alors, en France, on a beaucoup de sites historiques. Vous allez à Verdun, vous voulez une reconstitution, ça existe peut-être déjà, hein, de la bataille de Verdun. Et bien là, pour le coup, vous allez sur place, on vous met le casque vert et vous voyez réellement comment ça s'est passé durant la Première Guerre mondiale. Voilà. Hmm. Ouais, ça c'est génial. Ouais. Toi, tu serais pour ou pas de ce que dans quelques années, on ait des lunettes sur la tête et donc, bah, pour le coup, qu'on vive dans une réalité mixte. Mais en fait, à quel moment. En fait, j'ai vu une étude l'autre jour qu'apparemment, au bout de 27 minutes de temps que l'on passe dans la réalité virtuelle, ah bon, on ne se rend plus compte en fait de la différence entre la réalité virtuelle et le réel. Donc, ce qui est assez fou. Toi, tu serais pour ou pas l'utilisation dans la vie courante de ces. Et puis tout ça alimenté par une IA et tu te dis c'est fou quoi. Mais c'est l'avenir. Je pense que ça répondra à beaucoup de problématiques, même sociales et sociétales aussi, je pense, hein.
Oui, voilà, c'est ça complètement en fait. Et en fait, tu mets à peu près tout le monde au même pied d'estrade. Et en fait, voilà, en fait, on remet toutes les égalités en jeu. Et donc c'est assez top comme outil quand même. Ouais. Donc voilà, donc on arrive à la fin de ce premier podcast. Je vous rassure, il y en aura d'autres. Merci Louis, merci à vous. Pour le nom du podcast, écoutez, donnez vos idées en commentaire, hein, on en prendra compte. Euh, pour les prochains sujets de podcast aussi, donnez des idées hein, sur les sujets que vous aimeriez que l'on aborde. N'hésitez pas également pour le référencement à commenter et aussi à lâcher un petit pouce bleu, mais aussi à vous abonner pour nous soutenir sur nos réseaux et aussi sur la chaîne YouTube. Merci Louis, merci à vous et à bientôt. Ciao. Salut, merci Titan.